Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec le début de la pré-rentrée en chimie. Du coup, on va aborder lors de ces 15 jours de pré-rentrée l'enzymologie, le métabolisme et la biologie moléculaire. Donc du coup, ces 2 semaines vont être séparées en deux parties. Donc la première sera l'enzymologie avec 4 heures de cours et la biologie moléculaire avec 4 heures de cours. Attention, vous, avec le professeur Favreau, vous allez commencer par le métabolisme énergétique, alors que nous allons commencer par aborder l'enzymologie. Donc tout d'abord, on va parler de l'enzyme. Donc qu'est-ce qu'une enzyme? Du coup, ce sont des molécules qui permettent à une réaction chimique de se dérouler en accélérant sa cinétique et sans changer le point d'équilibre. Donc les catalyseurs, ils sont très spécifiques d'une enzyme, mais il faut savoir que cette enzyme, elle est inchangée à la fin de la réaction. Et l'enzyme, c'est le plus souvent une protéine ou un ARN. Elle peut être considérée dans un premier temps comme un récepteur, mais en plus d'être un récepteur, elle va également transformer là où les molécules qui se fixent dessus. Et on va voir que ces molécules, elles peuvent être assimilées à un substrat. Donc, il faut savoir qu'il y a une triple spécificité. Premièrement, la spécificité de réaction. Après, la spécificité de substrat et également la spécificité de produit. Donc voilà, on voit ici le schéma avec l'enzyme qui est comme un récepteur. Le site actif où va se fixer le substrat. Et après, ça va nous faire un complexe enzyme-substrat. Donc maintenant, on va parler du substrat puisqu'on a parlé de l'enzyme qui se rapprochait d'un récepteur. Donc le ou les substrats d'une enzyme, ce sont les molécules qui vont être transformées par cette enzyme en se fixant dessus. Elles se fixent sur un site précis, comme on a pu le voir tout à l'heure dans le schéma, et dans une configuration bien précise, ce qui va permettre une interaction. Donc on peut assimiler ce substrat à un ligand, mais il va être modifié par l'enzyme. Donc, le substrat, c'est le ligand, l'enzyme, c'est le récepteur, mais attention, il va y avoir une modification de ce substrat. Et cette interaction, elle est souvent liée à des liaisons hydrogènes. Donc, comme on le voit ici, comme tout à l'heure, vous avez le schéma avec l'enzyme qui est rattachée à un récepteur et le substrat qui va être le ligand. Et du coup, là, on voit le site actif qui est vraiment un site précis et le substrat, il va être dans une configuration bien précise et ceci va permettre la réaction. Le substrat va donc être modifié par le récepteur qui est l'enzyme. Donc maintenant, on parle des sites actifs, ce que vous avez vu sur le schéma. Donc c'est la partie de la protéine qui va être impliquée intimement dans la réaction. C'est là où va être fixé le substrat sur l'enzyme. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un site actif mais qui est difficile à déterminer précisément et il peut y avoir plusieurs parties. Donc il va y avoir le site de fixation du ou des substrats, le site catalytique, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le catalyseur permet que la réaction se déroule plus rapidement. Et du coup, les interactions entre l'enzyme et son ou ses substrats, elles sont très étroites et spécifiques et elles sont dues aux structures primaires, secondaires et tertiaires du squelette protéique de l'enzyme. Ça, vous avez pu le voir au premier semestre avec la structure des protéines avec le professeur Liaga. Donc du coup, maintenant, on va aborder la notion d'agoniste, antagoniste et agoniste inverse. Du coup, il y a plusieurs ligands pour le même récepteur. Du coup, on se réfère tout à l'heure, le ligand, c'était le substrat et les récepteurs, les enzymes. Et du coup, la fixation du ligand sur le récepteur, mais du coup, entraîne une action le plus souvent physiologique, mais on va voir que chaque agoniste ou antagoniste a des actions différentes. Du coup, comme on peut le voir maintenant, la force n'est pas toujours la même avec l'effet physiologique qui est entraîné par chaque ligand. Donc on peut voir l'agoniste, donc c'est l'agoniste physiologique normal, donc il va avoir l'activité normale de ce substrat pour ce récepteur. Après on peut parler d'agoniste partiel, du coup ça va être la même activité mais elle sera incomplète. Il y a l'antagoniste, donc là, il n'y aura aucune activité. En gros, le site actif va être bloqué et donc le substrat physiologique ne pourra pas se fixer et du coup, il n'y aura pas d'action de l'agoniste et il n'y aura donc aucune action puisque l'antagoniste va prendre la place de l'agoniste sur le site actif de l'enzyme.
Et il y a également l'agoniste inverse. Donc lui, il se lie au site actif comme l'agoniste normal, mais du coup, l'action physiologique, elle va être opposée à l'action normale, comme c'est dit dans son nom. Donc on peut le représenter sur un schéma, donc c'est le suivant. Donc là, on voit qu'ici, on a l'agoniste naturel, donc vraiment notre agoniste de base. Ici, l'agoniste partiel, donc on voit bien qu'il entraîne bien une activité, mais qu'elle est moindre par rapport à l'activité physiologique normale. Nous avons l'agoniste plus puissant, donc c'est pareil, il entraîne une action, mais celle-ci est plus grande que la physiologique. L'antagoniste, comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'action, puisqu'il va se fixer sur le site actif et celui du va être bloqué et l'agoniste ne pourra pas s'y fixer pour y jouer son action physiologique. Et on a vu tout à l'heure aussi qu'il existait l'agoniste inverse. Donc là, on voit bien que c'est vraiment une action opposée. Donc, on peut se le représenter comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'activité enzymatique. Donc du coup, c'est l'action d'une enzyme qui elle est mesurée par sa capacité à catalyser une réaction. Donc c'est-à-dire que la réaction se déroule plus vite. Donc du coup, comment on va quantifier ça? On va le quantifier par la quantité de produit obtenu grâce à l'enzyme par unité de temps. Ce qui est logique puisqu'on veut que la réaction se fasse plus rapidement. Du coup, pour le quantifier, on le fait par quantité de produit par le temps. Donc on utilise une unité qui est le catal. Donc là, on va voir à quoi correspond un catal, parce que je pense que c'est une unité que vous n'avez pas encore vue forcément, mais du coup, on va voir à quoi ça correspond dans les unités internationales qu'on connaît déjà. Donc du coup, on sait qu'un catal, c'est exprimé en mol par seconde, mais aussi on peut utiliser les unités du système international, soit les micromoles par minute. Donc, on va voir qu'une unité internationale, elle correspond à 1 micromole par minute, qui correspond à 16,7 nanocatal et qui est égal à 16,7 nanomole par seconde. Donc là, on voit bien ici que du coup, un catal est égal à 1 mol par seconde. Et du coup, en soi, pour passer de cette valeur-là à cette valeur-là, il suffit simplement de faire les calculs avec les nanomoles et les micromoles, les minutes et les secondes. En soi, vous pouvez le retrouver par vous-même en faisant des calculs par les unités, puisqu'on sait que dans une minute, il y a 60 secondes. Mais le mieux est d'apprendre ces relations par cœur. Comme ça, quand vous avez des conversions à faire, ça va tout seul dans votre tête. Et comme ça, ce qu'on veut, c'est aller le plus rapidement possible. Donc du coup, maintenant, on va appliquer ces relations d'unité avec des QCM. Donc là, nous avons un petit énoncé et 3 QCM avec ces unités. Donc premièrement, nous avons le QCM 1 avec vraiment les relations de base qu'on a vues à la diapo précédente. Et là, il fallait faire quelques calculs. Donc du coup, on va corriger. Donc là, ici, on rappelle les relations entre les unités, comme on a vu tout à l'heure. Donc du coup, pour le QCM1, les réponses vraies étaient ACE. Donc la A, c'était la capacité d'une enzyme à catalyser une réaction et l'activité enzymatique. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure dans sa définition. Donc la B, elle était fausse parce qu'on sait qu'une unité internationale égale 16,7 nanocatal. On l'a vu tout à l'heure dans la diapo. Donc là, c'était la même, mais du coup, celle-ci, elle était juste puisqu'elle nous disait directement qu'une unité internationale égale 16,7 nanocatal. La D, c'était faux parce qu'une unité internationale égale 1 micromole par minute et qui est égal aussi à 16,7 nanomole par seconde et 16,7 nanocatal. Et la E était vraie parce que du coup, un catal égale bien 1 mol par seconde, puisqu'on a vu que 16,7 nanocatal égale 16,7 nanomol par seconde. Donc ce catal équivaut à 1 mol par seconde. Pour le QCM2, les réponses justes étaient C, D et E. Donc pour la A, c'était faux puisque 3 unités internationales correspondent à 50,1 nanocatal. Donc là, il suffit d'utiliser la calculatrice et quand on connaît les unités qui sont liées à chaque autre unité, on remplace les valeurs et du coup, là, on trouvait nanocatal. Donc là, on sait qu'une unité internationale égale 16,7 nanocatal. Donc on faisait 3 fois 16,7 et on obtenait donc 50,1 nanocatal.
Pour la B, c'était faux puisque 37 nanocatal correspond à 2,22 UI. Donc, toujours pareil, on sait que 1 UI égale 16,7 nanocatal. Donc, 2,2 UI égale 16,7 fois 2,22 nanocatal. Et on obtenait donc 37 nanocatal. Pour la C, 7,54 égale 7,5 mol par seconde. Donc ça, c'était vrai. Au final, on n'avait pas besoin, si on a bien compris tout à l'heure les unités, de faire un calcul, puisqu'on sait qu'un catal correspond à 1 mol par seconde. Donc là, si vous vouliez faire le calcul avec les relations de tout à l'heure, c'était possible. Mais si vous avez bien compris tout à l'heure, il n'y avait pas besoin de faire d'application numérique. La D, elle était vraie puisque 5 UI correspond à 8,35 fois 10 moins 8 mol par seconde. Donc, on se rappelle, on sait que 1 UI égale 16,7 nanomol par seconde. Donc, à partir de là, on fait notre calcul. Et donc là, on sait que 1 UI égale 1 fois 10 moins 6 sur 60 mol par seconde, puisqu'on sait que 1 UI égale 1 micromol par minute. Donc ici, ça nous traduit le micromol par minute, puisqu'on sait que micro, c'est 10-6 et que la minute, il y a 60 secondes dans une minute. Donc nous, on voulait savoir pour 5 UI, donc il fallait simplement multiplier par 5 et on obtenait 8,33 fois 10-8. Donc là, on pouvait arrondir à 8,35. Pour la E, c'était du coup le même item, sauf que on avait un changement d'unité puisqu'on passait de mol par seconde à millimol par seconde. Mais on voyait ici qu'on avait une différence de 10-3. Or, on sait que millimol par seconde, c'est 10-3 mol par seconde. Du coup, si vous aviez fait le calcul pour la D, vous pouvez utiliser le même pour la E, puisque c'était juste un changement d'unité et des unités qu'on connaît déjà depuis pas mal de temps. Donc maintenant, pour le QCM 3, les réponses vraies étaient A et C. Donc pour la A, on nous demandait si 36 micromoles par minute correspondait à 6,012 fois 10-7 catal. Donc on sait que 1 micromole par minute ou 1 UI, puisqu'on sait que 1 micromole par minute est égal à une unité internationale, est égal à 7,7 nanocatal, donc 10 puissance 9. Nous, on voulait 36 micromoles par minute. Du coup, il suffisait de multiplier 16,7 fois 10-9 par 36 et on obtenait donc 6,012 fois 10-7 catal. Pour la B, du coup, c'était faux puisqu'on avait fait le calcul pour la A. On pouvait voir que la B était faux puisque la réponse était 6,012 fois 10-7. Et la C, elle était vraie. Donc là, on nous demandait si 11 micromoles par minute correspond à 1,84 fois 10-7 catal. Donc là, on sait toujours que 1 micromole par minute est égal à 16,7 nanocatal ou 10-9 catal. Donc là, on multipliait par 11 le 16,7 fois 10-9 et on obtenait 1,84 fois 10-7. La D était fausse parce que du coup, là, c'était pareil que tout à l'heure. En gros, on avait le même résultat, mais avec des unités différentes. Donc là, on avait 183,7. Là, on savait que c'était 1,84 fois 10-7. Donc du coup, là, il fallait faire fois 10-2. Du coup, on obtenait du 10-9. Donc, on avait bien un nanocatal. Et c'était ça. Et pareil pour la E, on avait juste à changer les unités. Et du coup, c'était 18,4 fois 10-8 catal, puisque là, on avait 1,84 fois 10-7 catal. Donc là, vu qu'on changeait la virgule, on faisait fois 10-1. Donc du coup, ça nous faisait 10-8. Donc maintenant, on va parler du modèle de Michaelis-Menten qui est très utilisé pour représenter la fonction de l'enzyme. Donc pour étudier la cinétique d'une enzyme, on réalise des expériences qui vont tendre à mesurer l'apparition d'un produit de réaction P. On le note donc V égale dP sur dt, donc c'est la production de produits sur le temps. Et on l'appelle la vitesse instantanée à un moment donné. Donc la vitesse instantanée à l'origine, donc au début, elle sera nommée V0. Et donc le modèle de cinétique enzymatique, donc c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'était la fonction de l'enzyme, dit de Michaelis-Menten, est dérivé d'une modélisation mathématique telle que V0 égale Vmax fois S sur S plus Km. Donc V0
c'est la vitesse instantanée à l'origine. Vmax, c'est la vitesse maximale que pourra avoir l'activité enzymatique. S, c'est la concentration en substrat. Et Km, on va voir à ce à quoi ça correspond sur le modèle de Michaelis-Menten sur la diapo suivante. Donc ça, c'est une formule vraiment à retenir puisque vous pouvez avoir des calculs, etc. dessus. Donc c'est bien de la connaître sur le bout des doigts comme les unités de tout à l'heure. Donc, on sait que ce modèle, il s'applique aux enzymes monomériques. Il faut faire très attention entre les enzymes monomériques et multimériques parce que du coup, elles vont vraiment avoir des fonctions et des cinétiques différentes. Donc du coup, selon le modèle de Michaelis-Menten, la courbe de la vitesse initiale est une hyperbole en fonction de la concentration en substrat qui présente une asymptote pour la vitesse initiale maximale, donc Vmax qu'on a vu tout à l'heure dans la formule. Du coup, quand la concentration en substrat augmente, du coup, ça va nous faire une hyperbole jusqu'à Vmax et après, on va voir que ça se stagne avec une asymptote. Du coup, on définit aussi Km en fonction de Vmax sur 2. Du coup, Vmax, comment on va le repérer? C'est l'asymptote de l'hyperbole. On va le voir là. Donc voilà, là vous avez votre asymptote. On voit que ça stagne et que ça ne tend pas à augmenter plus. Donc ici, la valeur maximale que vous avez, ça sera Vmax. Et pour avoir notre Km, du coup, on divise la valeur de Vmax en 2 sur l'axe des ordonnées. On prend la moitié de Vmax et du coup, on regarde en fonction de la courbe ce à quoi ça correspond sur l'axe des abscisses. Et du coup, on obtient ici notre Km. Et on est toujours en fonction de la concentration en substrat. Et ici, on a donc notre vitesse. Donc là, on retrouve toutes les valeurs qui composaient la formule de tout à l'heure, puisqu'on avait Km, on avait la concentration en substrat, on avait V0 ainsi que Vmax. Du coup, Km, c'est la concentration en substrat donnant la moitié de la vitesse initiale maximale Vmax. Donc ça, on l'a bien vu sur notre courbe, puisque là, on fait Vmax divisé par 2 et on obtient notre Km. Donc, on voit que plus Km sera petit, plus forte sera l'affinité de l'enzyme pour son substrat. C'est donc une mesure de l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Dès qu'on vous parlera d'une affinité de l'enzyme pour son substrat, on utilisera le Km. Et attention, du coup, elle évolue en sens inverse de l'affinité. Plus le Km est petit, plus l'affinité sera forte. Donc, il faut vraiment se mettre ça en tête, ça évolue en sens inverse. Km petit, affinité forte, et Km grand, affinité faible. Si la quantité d'enzyme change dans le milieu réactionnel, Vmax change, mais Km ne change pas. Puisqu'on voit que si la quantité d'enzyme change, Vmax va pouvoir changer puisque du coup l'activité enzymatique va pouvoir changer. Mais en soi, même s'il y a beaucoup d'enzymes, elle ne sera jamais plus affine pour son substrat. Puisqu'une fois qu'elle est affine, elle reste affine. On obtient des courbes du coup ayant la même structure mais avec une Vmax modifiée. Donc du coup, quand la quantité d'enzyme change, Vmax est changé mais quand même reste le même. Donc voilà, on voit ici des différentes Vmax. Donc on en a une ici, une ici, une ici. Mais on voit toujours que Vmax divisé par 2 correspondra toujours à la même concentration en substrat. Donc Km sera inchangé. Bien, bonjour à tous. On va continuer avec la représentation donc, de Lineweaver-Burke. Donc il va falloir qu'on réutilise l'équation de Michaelis-Menten. Et on va passer à ce moment-là à l'inverse. Donc tout à l'heure, on avait V0 égale S fois Vmax sur Km plus S. On passe à l'inverse et ensuite, on va ajouter une simplification puisqu'on va pouvoir écrire Km sur S fois Vmax plus S sur S fois Vmax. On simplifie par S et on obtient donc Km sur S fois Vmax sur plus 1 sur Vmax. On fait un changement de coordonnées en remplaçant 1 sur S par X et 1 sur V0 par Y et on obtient donc ici c'est pas extrêmement compliqué, il faut juste remplacer à cet endroit-là. Et donc, on va obtenir une droite ici de la forme AX plus B, ce qui nous permettra de trouver les Km et les Vmax quand on aura des tableaux. On verra ça un petit peu tout à l'heure.
Donc si x égale 0, alors y est égal à 1 sur Vmax, et si y égale 0, alors x est égal à moins 1 sur Km. Vous pourrez retrouver ça en reprenant l'équation de la diapositive précédente et en remplaçant. On va voir ensemble les différents types d'inhibiteurs, donc il y en a pas mal, vous avez un tableau sur votre poly. N'hésitez pas à l'apprendre par cœur puisque c'est comme ça que vous pourrez les déterminer dans l'école et dans les TD avec beaucoup plus de facilité. Donc voilà, on va les détailler un à un. Donc les inhibiteurs compétitifs, ils bloquent l'activité d'une enzyme en bloquant la place du substrat normal de l'enzyme. Donc ils rendent l'enzyme moins affine pour son substrat. Donc comme vous disiez Zoé, on va voir ça au niveau des variations du Km. Ensuite, ils ont une grande analogie structurale avec le substrat normal et la fixation de l'inhibiteur au site enzymatique est instable et peut être réversée. Donc le Km', donc ce nouveau Km, si vous voulez, il va être plus grand que l'ancien Km. Et Vmax va être inchangé. Donc ça va donner une courbe de cette forme-là. Donc on voit bien que le Km est modifié et Vmax reste identique. Ensuite, les inhibiteurs non compétitifs, ils agissent sans modifier l'affinité de l'enzyme pour son substrat, donc toujours pareil, on verra pour Km. Et donc l'inhibition est irréversible du fait de la fixation covalente de l'inhibiteur sur l'enzyme. Donc c'est irréversible puisque c'est covalent. Et l'inhibiteur peut se fixer n'importe où sur l'enzyme. Donc Km est inchangé puisque ça n'agit pas sur l'affinité. Par contre, Vmax va être diminué, donc c'est pour ça que Vmax' est inférieur à Vmax. Et toujours pareil, la courbe avec le moins 1 sur Km qui ne varie pas. Par contre, 1 sur Vmax va augmenter. Les inhibiteurs incompétitifs, ils agissent après que le substrat soit fixé sur l'enzyme, ils sont rares. L'affinité va augmenter. Donc le Km' va être ce coup-ci inférieur au premier Km puisque l'affinité augmente et ça varie en sens inverse. Vmax va être supérieur à Vmax', donc Vmax', la nouvelle Vmax, va être inférieure à Vmax. Et les deux droites sont parallèles, ça nous fait cette représentation-ci. Donc c'est plus facile lorsque vous tracez les courbes à voir que les autres inhibiteurs. Ensuite, on a les inhibiteurs mixtes, donc ils peuvent se fixer tant sur l'enzyme que sur le complexe enzyme-substrat déjà formé, et K' et Vmax sont variables. Excès de substrat, une inhibition parfois inattendue peut se produire lorsque le substrat est en trop grande quantité. Donc le Km va être identique, par contre la nouvelle Vmax va être inférieure à l'ancienne Vmax, donc Vmax' inférieur à Vmax. Excès de produit maintenant, l'excès de produit peut venir interférer avec l'enzyme. Le produit intervient alors un peu comme un inhibiteur compétitif. On l'a vu tout à l'heure, inhibiteur compétitif. Le Km' va être plus grand puisque l'affinité va diminuer et les Vmax vont être conservés. Et les activateurs, beaucoup plus rares que les inhibiteurs, ils agissent comme les inhibiteurs non compétitifs ou mixtes, mais en sens inverse. Donc à cet endroit-là, le nouveau Km, c'est-à-dire Km', va être inférieur à Km, et où Vmax' va être supérieur à Vmax. L'exercice 2, vous avez 15 minutes pour le faire, on vous laisse mettre pause et on va tout de suite passer à la correction pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc il fallait tout d'abord compléter le tableau avec les valeurs qui vont nous permettre de tracer des courbes selon Lineweaver-Burke. Donc il fallait calculer 1 sur S à cet endroit-là, 1 sur V0, 1 sur V0 et 1 sur V0 en fonction de chaque molécule. Et on vous conseille d'utiliser des couleurs différentes pour chaque courbe afin de mieux vous repérer par la suite. Donc n'hésitez pas à mettre un coup de fluo et pourquoi pas les fluoter sur le sujet ensuite. Donc on va tracer la droite de l'enzyme USA pour déterminer sa Km ainsi que sa Vmax. Donc on trace en fonction de 2 points. Vous prenez 2 points, vous prenez 1 sur S et 1 sur V0. Et vous pouvez tracer des courbes. Et ensuite, quand ça va croiser à cet endroit-là au niveau de l'axe des abscisses, ça va être le calcul du Km. Donc moins 1 sur Km, donc moins 4 ici puisque ça croise à moins 4. Et ça vous fait 0,25 millimol par litre. On fait bien attention aux unités. Et pour Vmax, c'est pareil, mais c'est sur l'axe des ordonnées ici. Donc c'est entouré. 1 sur 2, ça fait 0,5 N4 par litre. Ensuite, USA en présence de Trump, on va recalculer toujours pareil. Donc au niveau des abscisses, ça recoupe en moins 4, donc moins 1 sur moins 4, ça fait toujours 0,25 millimol par litre. Et pour Vmax, c'est un petit peu plus haut, donc ça va faire 1 quart, 1 sur 4, soit 0,25 N4 par litre.
Et attention, il s'agit seulement d'une coïncidence que Vmax est égal à Km. Ce n'est évidemment pas toujours le cas. Pour la question 4 avec l'enzyme USA plus Biden, pareil, ça va couper en -1 sur l'axe des abscisses, donc -1 sur -1, ça fait 1 millimol par litre. Et par rapport au Vmax, ça fait 1 sur 2, puisque ici ça coupe à l'endroit 2. Donc ça fait 0,25 N4 par litre. À quel type d'inhibiteur correspond l'inhibiteur Trump? Donc on remarque que Km de l'inhibiteur Trump est égal à Km de l'enzyme USA, donc le Km ne bouge pas. On l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que ça ne peut pas être compétitif puisque le compétitif va jouer sur l'affinité, donc le Km. Ici, ce n'est pas le cas, ils sont bien conservés. Donc, par contre, on s'aperçoit que Vmax est différente. Donc, USA plus Trump, ça va être diminué par rapport à l'enzyme seule. Vmax va être diminué. Par contre, Km est identique. Il s'agit donc, si on reprend notre tableau, d'un inhibiteur non compétitif. À quel type d'inhibiteur correspond l'inhibiteur Biden? Pareil, mais on s'aperçoit à ce moment que Vmax, inhibiteur Biden, est égal à Vmax de l'enzyme seule. Donc, c'est Km qui varie, donc il va augmenter. Ce qui va nous permettre de dire que l'affinité de l'enzyme pour son substrat est diminuée. Donc, à ce moment-là, on aura un inhibiteur compétitif, comme nous l'avons vu dans le tableau. Et je vous laisse avec Alexis pour la suite. Du coup, bonjour tout le monde. Par la suite, on va voir donc cette même représentation, mais sans graphique. On va vous expliquer. En fait, on peut passer soit par un graphique qui est sûr, certes, mais ce qui prend un petit peu de temps. On va, en revanche, pouvoir aussi passer par la calculatrice, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas forcément avoir à tracer un graphique, parce que comme on le sait, un graphique n'est pas forcément précis, surtout quand il est fait avec nos instruments en partiel avec le stress, etc. etc. La règle, elle peut vite pencher un petit peu trop à droite, etc. etc. Donc, comparaison avec la représentation graphique. En fait, on vous a expliqué précédemment que quand on a une cinétique michaélienne en Lineweaver-Burke, on va avoir une droite. Une droite, qu'est-ce que c'est? On l'a vu en mathématiques lors du lycée, c'est ax plus b. C'est une droite linéaire, fonction linéaire. Avec un a qui est égal à delta y sur delta x, on verra par la suite ce que ça veut dire exactement. Et un b qui est égal à y moins x. En fait, on a juste remodelé l'équation. Donc, on vous donne km est égal à a sur b. On vous a dit précédemment que a était égal à km sur Vmax et que b était égal à b était égal à 1 sur Vmax. Donc, du coup, si on prend a km sur Vmax qu'on divise par b, divisé par b revient à par multiplier son inverse. Donc, c'est comme si on multipliait par Vmax. Et en fait, on se retrouve avec Km sur Vmax fois Vmax. Les Vmax s'annulent et on se retrouve avec Km. Donc ça, c'est un moyen pour vous de le retrouver par des équations, si ça vous permet de vous rassurer par rapport à ça. Donc, on applique ceci au graphique qu'on a précédemment vu. On voit que la pente, c'est Km sur Vmax et la pente, c'est A. Donc, que Km est égal à A fois Vmax, comme Km est égal à A fois divisé par B. Ça revient à la même chose que je vous ai dit précédemment. Et que B, du coup, se retrouve à prendre la valeur 1 sur Vmax, et donc Vmax est égal à 1 sur B. On continue. La méthode, donc, va être de trouver cette pente A et de vérifier pour deux couples de points différents, de trouver l'ordonnée à l'origine, de prendre l'inverse de B pour trouver la Vmax, de trouver Km, et pour finir, de comparer les valeurs en présence d'enzymes avec les valeurs de référence. Donc, si un A est constant, donc ça, c'est ce qu'on vous a expliqué précédemment dans le graphique. Si on voit que le Km, c'est le même, c'est-à-dire qu'on va croiser la ligne des abscisses au même endroit, alors on est en non compétitif, probablement. Il faudra toujours vérifier, mais généralement, ce sera ça. Tout comme si Vmax est le même, ça veut dire qu'on croise la ligne donc, des ordonnées, donc c'est probablement compétitif. Ensuite, on vous donne les deux autres qui sont incompétitifs et mixtes, qu'on voit moins souvent. Mais incompétitif, il faut retenir en fait que vos deux droites vont être parallèles. À partir du moment où elles sont parallèles, c'est forcément incompétitif. Mixtes, elles seront non parallèles. Et donc du coup, elles vont croiser l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses à deux endroits différents. Et en plus de ça, elles ne seront pas parallèles.
Donc en revanche, si A n'est pas constant, on va le voir par la suite. En fait, la méthode de la calculatrice, elle va être modélisée par R. En fait, si ce R n'est pas constant, ça veut dire qu'on n'est pas en cinétique michaélienne. Généralement, quand on n'est pas en cinétique michaélienne, ça veut dire qu'on est en coopération allostérique, ce qui est deux choses différentes, et je crois qu'on va aborder ce sujet du cours la prochaine fois. À partir de ce moment-là, on regarde Km trouvé par Vmax divisé par 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça, encore une fois, on abordera la coopération allostérique par rapport au cours qui est spécifique à ceci. Donc, c'est le prochain cours. Donc, la méthode à la calculatrice. Bon, je ne vais pas vous dicter, on vous a mis des schémas, que ce soit dans les diapos ou dans le poly. C'est en fonction des différentes calculatrices. Bien évidemment, si vous allez à la fac, et j'espère que bientôt on pourra y retourner, n'hésitez pas quand vous serez à la bibliothèque, d'aller voir des tuteurs si jamais vous n'arrivez pas à faire cette méthode de la calculatrice, parce que je sais que chaque année, par rapport à ça, c'est un fléau. On oublie toujours un bouton, etc. Donc dès que la fac rouvre et que vous croisez des tuteurs de chimie et que si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à leur demander, eux le savent, hein, et ils vous expliqueront. Donc voilà, on vous a mis la Texas, on vous a mis la Casio FX92. Donc ça, c'est les vieilles Casio. Normalement, vous avez celle-ci. Au moins, au partiel, vous allez avoir celle-ci. C'est la nouvelle, entre guillemets. Vu qu'en général, vous venez au partiel avec deux calculatrices, il y en a au moins une des deux qui est celle-ci. Donc déjà, si vous apprenez celle-ci, enfin, c'est pas à apprendre, en fait, c'est un raisonnement. Si vous savez comment ça fonctionne, déjà, vous êtes sûr de pouvoir le faire sur l'une. Voire même sur les deux, si vous avez les deux mêmes. Donc, c'est ce que je vous expliquais précédemment, en fait. Vous allez rentrer vos valeurs et vous allez rechercher ce qu'on appelle le R. Ce qu'on appelle le R, on ne sait pas trop ce que ça signifie. En gros, c'est un R sur votre calculatrice qui va vous être donné. Si ce R est égal à 1, ça veut dire que c'est une cinétique michaélienne. À partir du moment où c'est une cinétique michaélienne, on va pouvoir utiliser ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que Km est égal à A sur B et que Vmax est égal à 1 sur B. Puisque avec ce R, en fait, ça va vous donner aussi les valeurs de A et de B. Donc, vous allez raisonner, vous allez pouvoir trouver un Km et un Vmax, et en trouvant ceci, vous allez pouvoir comparer les différents enzymes avec les inhibiteurs avec les inhibiteurs qui correspondent à ces différentes enzymes. Et ces différents inhibiteurs correspondent à une même enzyme. Donc, si R est différent de 1, à l'inverse, il ne va pas falloir, utiliser donc A et B, puisque, comme je vous ai dit précédemment, et comme on va le voir dans le prochain cours, on ne sera pas dans une cinétique michaélienne. On sera alors dans une coopération allostérique, une cinétique allostérique, et on va raisonner autrement. Donc, en gros, là, votre cours vous dit d'utiliser la méthode graphique en représentation de Michaelis-Menten en reportant les différentes valeurs de S en abscisse et de V0 en ordonnée. C'est ce qu'on a vu précédemment. Déterminer la Vmax par l'asymptote en ordonnée et donc la Km qui représente la concentration pour la moitié de votre Vmax. Donc ça, c'est ce que va vous donner la calculatrice. C'est une autre méthode sans utiliser le graphique. Donc pareil, là, on va faire l'exercice 3. On vous laisse 15 minutes pour y réfléchir. Vous avez juste à mettre sur pause. Et donc, dès que vous avez fini, vous rebranchez la vidéo et on corrige ensemble. Donc là, on voyait qu'il y avait différentes valeurs. Donc, on vous donnait du 1 sur S, du 1 sur V0 enzyme seul, du 1 sur V0 enzyme plus molécule A, du 1 sur V0 enzyme plus molécule B. Donc déjà, si on vous donne du 1 sur S, du 1 sur V0, tout de suite on tilt, c'est d'une Lineweaver-Burke. C'est-à-dire que c'est pas le graphique qui va nous donner une hyperbole, c'est celui qui est censé nous donner une droite. Alors, déjà au partiel, comment se rassurer sur ça? Parce qu'on voit beaucoup de chiffres, beaucoup de nombres. Est-ce qu'on est dans une coopération allostérique? Est-ce que c'est pas une coopération allostérique? Etc. etc. Là, vous voyez que 1 sur S, donc on est en Lineweaver-Burke, je le répète. Le but est d'obtenir une droite si on veut une cinétique michaélienne. Donc on voit que 1 sur S évolue de 1 en 1. C'est-à-dire qu'on passe de 1 à 2, à 3, à 3, à 4. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez que X évolue de 1 en 1. Entre guillemets.
votre but va être que Y évolue aussi de 1 en 1 pour obtenir une droite. Par exemple, si X est égal 1, Y est égal 2, là 0,3, on va prendre avec l'exemple de l'exercice, d'ailleurs ce sera plus simple. Donc là on vous dit que X est égal 1, Y est égal 0,3. Votre but est de trouver une certaine constante dans cette évolution. Par exemple, quand ça est égal à 2, on voit que c'est 0,4 pour l'enzyme seul. À partir de ce moment-là, vous voyez que quand 1 sur S varie de 1 en 1, 1 sur V0 varie de 0,1 à 0,1. Enfin, votre but, ça va être ceci. Donc, on continue à regarder. Quand on passe à 3, c'est 0,5, on a bien fait plus 0,1. Quand on passe à 4, on est à 0,6, on a bien fait plus 0,1. Donc, à partir de ce moment-là, on va rentrer les valeurs dans la calculatrice, mais on va directement penser à une cinétique michaélienne. Et si on trouve à la calculatrice un R qui est égal à 1, ça veut dire que c'est une cinétique michaélienne. On peut être rassuré sur ça parce que, entre guillemets, on a utilisé notre bon sens déjà pour s'en douter et la calculatrice nous a permis de le confirmer. Pareil pour 1 sur V0, pareil sur 1 sur V0 pour l'enzyme plus la molécule A, pareil pour 1 sur V0, enzyme plus molécule B. En gros, votre but, c'est de vous dire, enfin, c'est pas rigoureux ce que je vais vous dire, mais c'est le même principe. Vous avez un X, vous avez un Y, et le but, c'est qu'ils varient dans le même sens en gardant une certaine constante dans cette variation. C'est ça. Donc, on passe à la correction. Indiquer de quel type de cinétique il s'agit, puis déterminer la Km et la Vmax de la cinétique en présence de l'enzyme seule. C'est ce que je vous ai expliqué. Vous allez rentrer à la calculatrice. Encore une fois, on vous a tout détaillé ici. Je ne vais pas relire parce que ça ne sert à rien. Et exercez-vous à le faire sur votre calculatrice. Ça deviendra automatique par la suite. Donc, à la calculatrice, on obtenait ceci. Un A de 0,1, un B de 0,2, un R est égal à 1. Donc, c'est ce que je vous ai dit. On veut vérifier que c'est une cinétique michaélienne. Donc, on regarde directement R. R est égal à 1. C'est une cinétique michaélienne. À partir de ce moment-là, on va pouvoir dire que Km est égal à A sur B et que Vmax est égal à 1 sur B. Et par la suite, on fait les calculs et on tombait sur un Km de 0,5 mmol par litre, Vmax de 5 nanocats par litre. On faisait exactement la même chose pour l'enzyme en présence de la molécule A. Toujours le même raisonnement. On commence par R. R est égal à 1. Si R est égal à 1, cinétique michaélienne. À partir de ce moment-là, on peut dire que Km est égal à 1 sur A sur B, et que Vmax est égal à 1 sur B. On tombait sur un Km de 0,5 mmol par litre, Vmax de 3,33 nanocats par litre. Donc, comparé à l'enzyme seule, je vous remets la diapo, on avait 0,5 et 5. Là, on a 0,5 et 3,33. Ça veut dire que la Vmax est diminuée. Donc, quand vous allez retenir le tableau qu'on vous a mis dans le polycopier, donc vous vous en souviendrez, parce que vous allez l'apprendre. Bon, là, ce n'est pas le cas, c'est normal, hein, on ne peut pas retenir comme ça en une séance, mais quand vous allez l'apprendre, vous allez avoir les flèches en tête, entre guillemets, en vous disant, tiens, c'est la Vmax qui varie, elle diminue, donc de ce fait, c'est très probablement un inhibiteur non compétitif. Vous aviez une petite phrase en dessous pour vous dire que Km, c'est toujours par rapport à l'affinité. Alors, Km est inversement proportionnel à l'affinité. Je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, parce que moi, en passé, par exemple, je me disais qu'inversement proportionnel, c'était proportionnel, parce qu'il y a toujours une proportionnalité. Mais au partiel, il va vous faire le piège. Il va vous dire proportionnel et pas inversement proportionnel. Et pour lui, ce n'est pas du tout la même chose. Retenez que c'est inversement proportionnel. Retenez bien cette phrase, parce que c'est très souvent qu'on la voit tomber. Donc on vous disait que le Km était le même, que le Km définissait l'affinité par rapport à une relation qui est donc inversement proportionnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. On faisait pareil pour la molécule B, toujours le même principe, R est égal à 1, ok, si R est égal à 1, c'est une cinétique michaélienne. Si c'est une cinétique michaélienne, Km est égal à A sur B, Vmax est égal à 1 sur B. On tombait sur Km qui est égal à 1 mmol par litre, Vmax qui est égal à 5 nanocats par litre. Par rapport à l'enzyme seule, on avait la même Vmax, on avait un Km qui était augmenté. Donc là, l'affinité est modifiée
vu que le Km augmente. Si le Km augmente, l'affinité diminue. Si l'affinité diminue, ça veut dire que c'est probablement un inhibiteur compétitif. De toute façon, c'était la question suivante. Ici, nous pouvons constater que par rapport à l'enzyme seule, la valeur de Km est restée la même et la valeur de Vmax a diminué. Donc là, on parlait bien de l'enzyme avec la molécule A. C'est ce que je vous disais. Si c'est Vmax qui diminue et que Km reste le même, alors on a un inhibiteur non compétitif. À l'inverse de la molécule B, on l'a vu précédemment, on voit que c'est le Km qui augmente et que le Vmax reste le même. Donc c'est un inhibiteur compétitif. Dessiner les courbes de chaque réaction à l'aide des valeurs ci-dessous en fonction des Km et des Vmax déterminés aux questions précédentes. Donc là, on vous mettait le tableau. Cas de l'enzyme seule, on vous mettait les différentes valeurs de S, on vous mettait les différentes valeurs de V0. Je vous les affiche toutes. Maintenant, on vous demandait de dessiner la courbe qui va nous permettre au mieux de déterminer Vmax. Vmax, on est d'accord que c'est votre asymptote de l'hyperbole. Là, en plus, on vous donnait S sur V0. Donc, vu qu'on vous demandait de tracer, on n'avait pas besoin de passer en Lineweaver-Burks. On peut rester en représentation, entre guillemets, l'originale, la première qu'on a vue, qui va nous donner cette hyperbole qui va nous permettre de déterminer la Vmax, et par la suite, on déterminera la Km. C'est pour ça qu'on a S et V0, et pas 1 sur S, et pas 1 sur V0. Donc, on obtenait ce graphique qui, en fonction des tableaux précédents, était assez logique, puisque comme vous voyez ici, je vais essayer de vous mettre le laser. Voilà. Là, on voit que on fait du 4,6, 4,67, 4,7. Donc ça a tendance à aller vers le 4,7 et à rester à cette valeur. Avec l'enzyme A, on aurait tendance à se rapprocher du 3, bon là on aurait tendance à dire 3,13, on a vu précédemment que c'était 3,33. Et ensuite, avec l'enzyme plus l'inhibiteur B, c'est du 4,44, on s'approche d'un 4,44, 4,5, on verra par la suite. Donc, l'enzyme seule, on se trouvait avec un Vmax de 5, un Vmax, tout comme l'enzyme plus B. On a vu précédemment dans les tableaux que c'était du 4,7, du 4,6, etc., que ça allait vers ces valeurs-là. Donc ça va vers 5, donc notre Vmax sera vers 5. C'est ce que je disais aussi pour l'enzyme plus A, où on avait une évolution qui tendait vers le 3, quelque chose. Je crois qu'on s'était arrêté à 3,13. Mais voilà, là on tend à 3,33. À partir de ce moment-là, on trace nos valeurs. Et nos valeurs vont nous donner notre Vmax en premier. Donc on l'a dit. Ensuite, on divisait Vmax par 2. Donc 2,5 pour l'enzyme seule et 2,5 pour l'enzyme plus B. Et on regardait quelles étaient les valeurs des concentrations, entre guillemets, pour une vitesse maximale divisée par 2. Et donc, on tombait sur un km soit de 0,5, soit de 1. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est juste la représentation graphique. Donc, vous voyez que la calculatrice est une méthode qui, selon moi en tout cas, est beaucoup plus sûre que cette représentation qui est quand même relativement approximative. Si on doit tracer les points comme ça avec pas forcément énormément de valeurs, c'est vrai que tout de suite on peut se tromper. Par exemple, on voyait que l'enzyme seule dans les derniers tableaux allait vers 4,7 alors que là on voit qu'elle est à 5. Vous voyez, donc comme quoi la calculatrice est quand même une valeur beaucoup plus sûre et je vous conseille très fortement de la retenir elle en partiel. Donc par la suite, 6, c'était la partie 3 sur 4. Après avoir déterminé la Km et la Vmax respectives de chaque courbe, il n'y avait plus qu'à tracer les courbes en fonction des valeurs trouvées plus de celles dans l'énoncé. Donc
l'enzyme seul, on savait que l'enzyme en présence... Pardon, dans le cas de l'enzyme seul et de l'enzyme en présence de la molécule B, on voyait que on avait une valeur de la Vmax qui était de 5 nanocats par litre. À l'inverse, pour la Km, on avait pour l'enzyme seul et l'enzyme plus la molécule A qui était la même valeur. C'était justement la molécule B en revanche qui allait modifier cette valeur de la Km. Donc à partir de ce moment-là, on rappelle que les points de la courbe correspondent à la Km. A pour ordonnée, Vmax divisé par 2. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Dans la courbe qu'on a vue, l'hyperbole, elle nous donnait Vmax. On regardait Vmax divisé par 2, ça nous donnait la Km. À partir de ce moment-là, pour la molécule A, la courbe tend vers un maximum de 3,33 nanocats par litre qu'elle atteint lorsque S tend vers l'infini. Donc c'est exactement ce qu'on vous a dit. Quand ça tend vers l'infini, c'est le principe de l'hyperbole. Sa Km pour la molécule A toujours, on trouvait 0,5 mmol par litre. Donc sa valeur de Vmax divisé par 2 était de 1,665 nanocats par litre. On tombait sur cette Km. Encore une fois, je le répète, vous le voyez comment on l'explique là, une hyperbole, c'est pas forcément intuitif. On tombe sur des valeurs de 1,665. 1,665 pour un ordinateur, c'est peut-être quelque chose de facile à faire, mais pour des humains qui tracent sur une courbe d'un papier millimétré avec le stress d'un examen, etc., c'est pas forcément ce qui est le plus intuitif. Donc, vraiment, utilisez cette méthode à la calculatrice qui est quand même plus que sûre. Les A tombent, les B tombent. À partir de ce moment-là, on peut raisonner autour. C'est des A et des B qui sont généralement plus que précis. Donc, vous aurez des valeurs plus que précis, à l'inverse d'une courbe où ça ne l'est pas forcément. Donc, on vous donne les valeurs. Vous avez la correction. C'est sur Community. Et on a fini pour cette séance. Alors, je vous laisse avec cette magnifique photo où on voit Jules resplendissant au premier plan. Et puis, on vous dit à plus pour la prochaine séance. Et voilà, des